Fait que pendant que les gens se connectent, on va commencer. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cet événement virtuel de la section Québec du Conseil international du Canada. L'événement d'aujourd'hui est intitulé « Nouvelles menaces, quelle réponse? L'ONU et le défi de ses casques bleus ». Un thème qui est bien de discuter maintenant avec la Journée internationale des casques bleus qui est célébrée à chaque année le 29 mai et rend hommage au personnel civil, policiers et militaires qui ont contribué aux activités de maintien de la paix des Nations unies. Et le Canada a été très présent dans l'histoire de ces efforts des Nations unies pour préserver la paix. Nous sommes impatients d'entendre sur le sujet Dr. Sarah Myriam Martin-Brûlé, professeure agrégée à l'Université Bishop et fellow non-résident au International Peace Institute de New York. Mon nom est Ronald Grégoire, président de la section Québec du Conseil international du Canada. Avant de commencer, je tiens à vous dire quelques mots sur le Conseil international du Canada, le CIC, qui est un groupe de réflexion associatif, non partisan et indépendant. Notre mission est de stimuler un engagement des citoyens dans un discours et des débats constructifs pour définir la politique étrangère canadienne. Nous avons pour but d'encourager une prise de conscience et une analyse critique des enjeux de la politique étrangère du Canada et des relations internationales du Québec. Des 17 sections régionales du CIC au travers du Canada, la section Québec est la seule entièrement francophone. Avec la réalité des événements virtuels, nos activités en français peuvent rejoindre des francophones et des francophiles un peu partout au Canada. Si vous n'êtes pas membre du CIC, nous vous invitons à le devenir. C'est très simple, vous allez sur conseilinternational.org et vous cliquez « Devenez membre ». Vous y verrez les détails sur la façon de devenir membre. En devenant membre, cela vous permettra de participer à toutes nos activités, dont certaines seront réservées aux membres seulement. C'est grâce à un membership fort qu'on pourra continuer à vous offrir des activités pertinentes. Nous espérons pouvoir aussi organiser bientôt des événements en présentiel dès que cela nous sera possible. Notre modératrice d'aujourd'hui sera Mme Mélanie Loisel, auteure et membre du Conseil international du Canada. Elle nous en dira plus sur notre invité de ce midi. Sans plus tarder, je vais lui céder la parole. Donc, Mélanie, c'est à vous. Merci beaucoup. En fait, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter la docteure Sarah Myriam Martin-Brûlé, qui est professeure agrégée à l'Université de Bishop. Elle a une longue feuille de route. Elle est très engagée. En fait, elle est chercheure pour les organisations internationales au réseau d'analyse stratégique, directrice adjointe du réseau de recherche sur les opérations de paix. Elle est aussi membre associé au Cerium, spécialisé sur les études sur la paix. En plus de ça, elle est lauréate d'un prix prestigieux sur l'enseignement et elle a beaucoup d'intérêts, c'est-à-dire ses intérêts principaux sont les opérations de maintien de la paix, les enjeux sur la sécurité, de même que sur les États fragilisés. Elle mène actuellement des recherches sur l'intelligence, les nouvelles technologies, en fait, de l'intelligence sur le maintien de la paix. Elle a bien sûr mené de nombreuses expériences et aussi de nombreuses recherches sur le terrain au cœur même des missions de la paix de l'ONU, principalement en Afrique. Elle est la co-auteure même du manuel de l'ONU sur les missions de terrain de paix. Alors aujourd'hui, je vous laisse la parole, Madame Martin-Brûlé. C'est un grand honneur qu'on vous a aujourd'hui pour le CIC de la section Québec. Merci beaucoup, Madame Loisel, pour cette belle présentation. Et c'est un grand honneur pour moi de me joindre à vous aujourd'hui pour souligner avec quelques jours d'avance, 2 jours d'avance, la Journée internationale des casques bleus de l'ONU. Le Canada est étroitement associé à la naissance du maintien de la paix. Et le gouvernement actuel est aussi un fervent défenseur du multilatéralisme. Ottawa a pourtant été critiqué pour ses absences de certaines aires géographiques, pour ses contributions, disons, limitées, et pour les choix qu'il a faits dans le cadre de son réengagement. Le titre de cette présentation, « Nouvelles menaces, nouvelles réponses, l'ONU et le défi de ces casques bleus », va donc m'amener à vous proposer d'abord un retour sur l'évolution de ces enjeux et des missions de paix onusiennes, puis une discussion des nouvelles menaces, des réponses de l'ONU et de leurs défis, et finalement aborder le rôle du Canada.
L'ONU a été créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, dans un début de guerre froide. Et c'est dès 1948 que les premières opérations de maintien de la paix sont mises en place. La première vise alors à surveiller l'application de l'accord d'armistice entre Israël et ses voisins arabes, opération ultérieurement connue sous le nom d'Organisation des Nations Unies pour la surveillance de la trêve. Dans le contexte de l'époque, l'ONU chercha à maintenir les cessez-le-feu et à stabiliser les situations en appuyant avant tout les efforts politiques de règlement des conflits par des moyens pacifiques. L'Organisation des Nations Unies chargée de la surveillance de la trêve et le groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan ont donc été les deux premières missions de maintien de la paix des Nations Unies. C'est lorsqu'une crise éclate en 1956 que le Canada entre en scène. En Égypte, le président nationalise le canal de Suez, ce qui déclenche une série de réactions de la France, de la Grande-Bretagne avec l'appui d'Israël. Et les tensions montent et l'URSS s'oppose aux interventions militaires, notamment européennes. C'est alors que le Canada propose le déploiement d'une force d'interposition de l'ONU en attendant de trouver une solution politique. Et l'idée du déploiement de ces troupes, bien identifiées par leur casque bleu, est mise de l'avant par Lester B. Pearson. Ces casques bleus étaient légèrement armés, légèrement équipés et avaient avant tout été déployés pour surveiller le développement sur place et faciliter les négociations politiques. La première opération de maintien de la paix avec casque bleu est donc la première force d'urgence des Nations Unies déployée avec succès en 1956 pour répondre donc à cette crise de Suez. Cette première mission des casques bleus est confiée d'ailleurs à un général canadien, le major-général Burns. Les trois principes de base continuent de définir l'activité de maintien de la paix des Nations Unies comme un outil spécifique de la sécurité internationale. Et évidemment, ces trois principes se renforcent mutuellement. Donc, il s'agit du consentement des parties, donc en principe, ce qui implique l'adhésion des parties à un processus politique, l'impartialité et finalement le non-recours à la force, sauf en cas de légitime défense ou de défense du mandat. Mais évidemment, plus les terrains sont hostiles, plus les casques bleus, en fait, sont mandatés à avoir un certain recours à la force, notamment sous le chapitre 7, mais toujours de façon calibrée et proportionnelle et appropriée. Donc, si on continue notre survol historique, de nouvelles opérations sont mises en place en 1989 et 1994, faisant passer le nombre de casques bleus d'environ 11 000 à 75 000. Ici, dans les années 60, 1960 et 1970, l'ONU a envoyé des missions de courte durée. C'est la fin de la guerre froide qui marque un tournant dans les enjeux géopolitiques, notamment avec un amoindrissement du soutien des grandes puissances, qui étaient à l'époque l'URSS et les États-Unis. Plusieurs pays se fragilisent, les États s'endettent, les attentes politiques, sociales et économiques des populations sont croissantes, mais ne sont pas respectées par les gouvernements qui perdent peu à peu leur capacité de gouvernance. Si jusqu'alors la priorité est au respect de la souveraineté de l'État hôte, l'ONU doit faire face à des États qui prennent pour cible leur propre population. Et dans un tel contexte de la fragilisation des États, où les civils deviennent eux-mêmes la cible d'exactions, l'ONU et les opérations de maintien de la paix se transforment. Les mandats se complexifient et il s'agit désormais non plus d'observer ou de s'interposer, mais de mettre en œuvre des accords de paix complexes, de stabiliser la situation sécuritaire, de réorganiser l'armée et la police, appuyer l'élection de nouveaux gouvernements et aider à mettre sur pied des institutions démocratiques. Or, les situations continuent de se détériorer. Des missions sont établies dans des situations sans respect des accords de paix, par exemple en ex-Yougoslavie, au Rwanda, en Somalie. Et aussi, les mandats changent et il s'agit de missions d'imposition de la paix, où la force peut être utilisée. Et étant donné le contexte hostile de plusieurs théâtres d'opération, plusieurs missions de maintien de la paix des Nations Unies reçoivent ainsi un mandat robuste du Conseil de sécurité qui les autorise à employer tous les moyens nécessaires pour prévenir toute entrave au processus politique, pour protéger les civils en cas de menace imminente, d'atteindre à l'intégrité physique des personnes ou pour aider les autorités étatiques à maintenir l'ordre public. Et effectivement, dans ces théâtres hostiles, les civils comme les casques bleus eux-mêmes sont visés. Et les massacres prennent une ampleur sans précédent et vite l'organisation réalise que les casques bleus ne sont ni adéquatement équipés, ni entraînés, ni même mandatés pour faire face aux nouvelles menaces. Les tragédies au Rwanda et à Srebrenica sonnent l'alarme qu'une réforme doit être entreprise pour mieux protéger les civils. Et le Canada entre encore une fois en scène, cette fois avec l'idée de la responsabilité de protéger. Alors désormais, il est entendu qu'avec le droit à la souveraineté, qu'avec la souveraineté vient le devoir de protéger les civils. Et si un État s'en va dans l'impossibilité, les membres de l'ONU se doivent d'intervenir.
L'émission des années 2000 se passe donc dans cette optique et les terrains continuent de se complexifier. Donc, quelles sont donc ces nouvelles menaces? La nouveauté tient de l'ampleur de l'accélération des interactions, du côté asymétrique et transnational des menaces, des risques et des enjeux. Les enjeux sont un mix de criminalité, de violence politique, d'extrémisme violent. Et ces enjeux s'amplifient, s'étendent, se complexifient et ils deviennent un facteur de déstabilisation clé tant au Mali, en Somalie, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo. L'extrémisme violent complique la tâche aussi des missions de paix et mêle les cartes. Il devient plus difficile d'identifier qui sont les combattants et quelles sont les diverses allégeances. La compétition augmente entre les groupes armés qui se revendiquent d'allégeances changeantes et dont l'identification fluctue et instrumentalisée tant par leurs dirigeants, par leurs membres que par leurs adversaires. Et ces groupes se revendiquent donc d'allégeances djihadistes qui varient ou encore d'un éventail de familles politiques. Leur lien avec la population devient plus difficile à cerner dans un contexte de fragilisation de la gouvernance, d'une incapacité de l'État à servir, voire à protéger ses propres citoyens. En 2021, très récemment, le groupe ACLED répertoriait que désormais, plus de civils sont ciblés et tués par des milices dites de protection que par des groupes dits djihadistes. De plus, il n'y a pas de menaces isolées et ces menaces ne se présentent pas de la même façon selon les régions en raison de la topographie, de la démographie, des antécédents historiques, de la présence d'acteurs internationaux. Par exemple, les groupes d'extrémistes violents entretiennent des liens différents avec la population au nord et au centre du Mali et les dangers pour les civils sont tout aussi différents au sud du pays. Les moyens de ces groupes sont fondés sur la symétrie. Il y a une capacité de mobilité, de facilité en termes de dissimulation, l'utilisation de moyens rudimentaires avec des engins explosifs improvisés, des ceintures explosives, des voitures piégées qui provoquent évidemment des dégâts d'ampleur significative, mais dont les mouvements et les actions sont plus difficiles à détecter. De plus, les armées nationales ne sont pas formées pour faire face à ces défis, ni même suffisamment équipées, ni même rémunérées. Alors, si les missions de paix sont déployées sur une base nationale, les menaces, elles, ne se limitent pas aux frontières de ces pays. Aussi, les menaces locales, régionales, internationales s'entremêlent et se nourrissent. On constate donc une imbrication des conflits internes avec des dynamiques de terrorisme transnational. Quelle réponse donc pour l'ONU? L'ONU est la plus grosse organisation internationale qui regroupe presque tous les pays du monde. Les menaces se transforment et l'ONU s'adapte. Les missions de paix demeurent un outil politique et diplomatique essentiel à la paix et à la stabilité internationale. Or, cet outil ne peut être la panacée de tous les problèmes. Et les missions de l'ONU sont avant tout un outil. Et si ces missions de maintien de la paix sont nécessaires, elles ne sont pas suffisantes. Le succès, entre guillemets, des opérations de maintien de la paix, et ce succès se décline de plusieurs façons, ne peut pas tenir de la seule action de ces missions. Les missions doivent agir en partenariat avec les États hôtes, les organisations régionales et internationales, et surtout en partenariat avec les acteurs locaux. Et c'était là l'essence même de l'initiative du secrétaire général intitulée « Action pour le maintien de la paix » mise de l'avant en 2018. Les opérations de maintien de la paix, de peacekeeping, sont aujourd'hui dites multidimensionnelles et elles visent à appuyer les processus politiques, à protéger les civils, aider au désarmement, à la démobilisation, à la réintégration des anciens combattants, à faciliter l'organisation des élections, à promouvoir et à protéger les droits humains et aider à rétablir l'état de droit. Si le contre-terrorisme ne fait toujours pas partie des mandats des opérations de la paix, plusieurs initiatives sont mises de l'avant pour optimiser l'approche de l'organisation. D'abord, recentrer l'attention vers la population, leurs besoins, plutôt que se concentrer sur le respect de la souveraineté des États, de mettre de l'avant les enjeux liés au genre et au changement climatique, et ensuite chercher à mieux appuyer les initiatives locales de gouvernance et de protection. Mais avec ces tâches de plus en plus complexes et diverses, les mandats ont pris de l'ampleur et de la longueur, si bien qu'on les qualifie désormais de mandats arbre de Noël. En prenant l'exemple du mandat de l'opération de la paix au Sud-Soudan, les chercheurs Alex Bellamy et Charles Hunt soulignent que la mission au Sud-Soudan avait été mandatée pour accomplir pas moins de 209 tâches malgré le conflit et les restrictions sur le mouvement de la mission. Et cette liste de tâches en dit long sur la complexité des menaces et celle du terrain. Et d'ailleurs, en ce qui a trait au terrain, il faut apprécier l'importance de considérer la magnitude du territoire couvert par les opérations de maintien de la paix et donc de la diversité des enjeux liés aux différences climatiques, topographiques, démographiques qui s'ajoutent et jouent sur les contrastes de situations économiques, politiques, sociales et culturelles. Par exemple, la République démocratique du Congo est de 2345 millions de kilomètres carrés,
soit grand comme 4 fois la France, 80 fois la Belgique, 1,5 fois plus grand que le Québec. Donc, en ce sens, plusieurs efforts sont faits par les missions pour mieux monitorer et agir plus rapidement à ce qui se passe dans les régions éloignées des capitales. Ensuite, les missions de paix font face à des enjeux et des menaces qui, je le mentionnais, ne se limitent pas aux frontières d'un État hôte, ni même à la région dans laquelle la mission est déployée. Ils sont liés à plusieurs enjeux géopolitiques régionaux et internationaux. Et les opérations de maintien de la paix doivent également s'adapter constamment à la transformation des groupes adverses. Donc, il s'agit non seulement de se concentrer sur les groupes armés, mais bien de comprendre comment ces groupes s'adaptent et se métamorphosent, se déclinent. Surtout quand on voit un mélange de groupes politiques armés, de groupes extrémistes violents et de réseaux criminels. Aussi, face aux menaces imbriquées, la réponse doit être, elle aussi, multidimensionnelle. Et surtout, comme il était souligné avec l'Action pour le maintien de la paix mis de l'avant en 2018, les partenariats sont clés pour les missions de paix. On ne peut régler ces conflits seuls. L'ONU doit donc œuvrer avec des partenaires locaux, régionaux et internationaux. Si on regarde les défis pour les casques bleus, d'abord, prenons 4 principaux défis. Un principal défi pour l'intervention des casques bleus peut tenir de la nature multinationale de ces troupes. Donc, des troupes qui sont déployées sur des terrains d'opération pour lesquels ils sont ni suffisamment équipés, ni également équipés, ni formés. Il y a un gros contraste dans le déploiement ou dans la professionnalisation des troupes déployées. Pour l'instant, les principaux pays contributeurs de troupes sont l'Éthiopie, l'Ouganda, le Bangladesh, le Rwanda, l'Inde, le Népal, le Pakistan, le Burundi et le Kenya. Ce qui s'ajoute au contraste de formation et d'équipement de ces troupes, il y a aussi la question de la rotation. Donc, les troupes sont déployées entre 6 mois à 1 an. Et donc, la fréquence et le nombre de personnel à former est évidemment un enjeu majeur qui joue sur la familiarisation avec le terrain et la possibilité d'être efficace une fois déployé. Ça ajoute ensuite les défis linguistiques. Souvent, les troupes déployées ne parlent pas la langue locale des États hôtes, mais plus encore, la langue d'opération de plusieurs missions de paix contraste avec la langue de l'État hôte. Par exemple, la langue d'opération à la MINUSMA est l'anglais, qui évidemment contraste avec la langue, une des langues officielles du Mali, qui est le français. Et ensuite, il y a un manque d'expertise, un manque d'experts qui combine à la fois une connaissance approfondie des différents enjeux, une expérience de l'ONU et une maîtrise pédagogique pour pouvoir transmettre cette formation à des nouveaux recrues, à des nouvelles troupes qui sont déployées. Donc, qu'en est-il pour le rôle du Canada? Le Canada peut jouer un rôle clé dans le soutien des organisations locales, régionales et internationales. Et c'est un soutien qui est nécessaire sur plusieurs fronts. D'abord, le Canada peut renforcer les capacités, tant au niveau logistique qu'au niveau de la formation. Au niveau des capacités, le Canada peut contribuer au niveau de la technologie, des capacités logistiques, donc soit offrir un support aérien, de ravitaillement, d'évacuation médicale, un appui tactique mobile. Au niveau de la formation, le Canada peut contribuer au soutien à la professionnalisation de la police, des forces armées. Appui aussi par l'expertise canadienne technique des spécialités dans les unités de planification. Ensuite, le Canada peut investir dans le soutien de secteurs clés, notamment par l'initiative ELSI, qui appuie les efforts pour assurer que davantage de femmes soient recrutées au sein des missions de paix. Ce qui commence à manquer, par contre, au Canada, c'est une expertise onusienne. Donc, si les troupes canadiennes ont acquis beaucoup d'expérience au sein de l'opération de l'OTAN, elles ont acquis moins d'expérience au sein de l'ONU. En somme, les opérations de la paix demeurent un outil politique et diplomatique essentiel à la paix et à la sécurité internationale. Or, cet outil ne peut être efficace seul. Il doit être utilisé en partenariat avec d'autres organisations et avoir le soutien d'États membres. Le Canada, par son histoire, par ses valeurs, notamment liées au multilatéralisme, sa politique étrangère féministe, par son bilinguisme, la professionnalisation de ses militaires et de sa police et son expertise dans des secteurs clés, a évidemment beaucoup à contribuer. Mais cette contribution doit être aussi faite dans une optique où le Canada a également beaucoup à apprendre dans ce processus. Alors, je m'arrêterai ici et peut-être qu'on peut passer maintenant à la période de discussion et de questions. Merci. Merci beaucoup, docteur
Bon, Dr. Sarah Myriam Martin-Brûlé, merci pour cette présentation-là. Maintenant, en fait, on va prendre les questions. On vous invite à écrire dans la page là, en tout cas, l'option de conversation là, pour les questions et réponses pour pouvoir poser des questions là, directement à Dr. Martin-Brûlé. Pour l'instant, ne soyez pas timide, écrivez vos questions. Mais entre-temps, je vais vous poser une question. En fait, je me demandais à la suite de votre présentation, on sait que plusieurs missions ont été critiquées les dernières années. Il y a eu des bévues et on se demande, est-ce que ces missions-là en valent encore vraiment la peine de dépenser, d'investir dans de telles missions? C'est une excellente question parce que le budget d'une opération de la paix multidimensionnelle, celle auquel je référais, donc les missions de peacekeeping, sont de l'ordre d'1 milliard, grosso modo d'1 milliard de dollars. Donc évidemment, ce sont des missions de grande envergure avec de grands budgets. Et effectivement, il y a eu plusieurs réflexions de se dire, s'il n'y a pas de volonté politique sur place, est-ce qu'on devrait maintenir ce type d'approche, en fait, aux missions de paix? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt investir dans des missions de plus petite envergure et beaucoup plus concentrées sur des efforts politiques et diplomatiques qui viseraient à appuyer des efforts locaux, nationaux, mais plutôt qu'à imposer la paix? Donc, c'est effectivement une question qui circule, qui se pose. Mais en parallèle à ces questions-là, plusieurs recherches ont été faites et je pourrais nommer Lise Howard, par exemple, qui a fait un recensement de ces questions-là, Paige Fortna. À mon échelle aussi, j'ai fait une évaluation du succès des opérations de la paix. On voit que les opérations de la paix fonctionnent, marchent. Les opérations de la paix ont un effet positif sur la situation. Et par positif, il y a des appuis à des initiatives locales. Certains secteurs sont mieux protégés. Il y a un appui essentiel et significatif à la formation de la police locale, à la formation de l'armée également. Et encore une fois, c'est de changer la perspective, de se dire, les missions de maintien de la paix ont peut-être mal nommées finalement, parce qu'encore une fois, ce sont des outils d'appui et elles ne peuvent pas réussir seules. Et pour la question des bévues, il y a de plus en plus d'investissements dans les formations données aux troupes. Et ça, je pense que on doit continuer d'investir dans les formations des troupes qui sont déployées pour bien définir l'importance du respect des droits humains et des questions aussi liées au genre. Et donc ça prend plus de formation. Je m'arrête ici pour une autre question. Parlant des troupes, on a une question où on demande comment sont choisis les pays qui fournissent leurs troupes? Quel est l'avantage monétaire pour les pays et les soldats? Donc, les États membres proposent des troupes et puis, alors là, je cherche le nom, c'est Force Generation Service. Donc, c'est un centre qui est centralisé à l'ONU qui va choisir, qui va déployer les troupes en fonction du nombre, selon les missions de paix. Il y a effectivement une rémunération des troupes. Et donc, les pays sont payés, reçoivent une rémunération pour les soldats qui sont déployés. Et évidemment, l'autre avantage, au-delà de l'avantage financier, c'est le fait que les troupes, forcément, sont formées sur le terrain lorsqu'elles sont déployées. Donc, les troupes qui sont déployées dans les missions de paix développent un savoir-faire qui peuvent donc servir une fois qu'ils sont de retour à leur pays. Mais parfois, évidemment, il y a des discussions avec les États hôtes sur les troupes de quel pays peuvent être envoyées chez eux. Par exemple, en Somalie, l'Éthiopie avait proposé de déployer plusieurs de leurs troupes dans le cadre de missions de paix et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de réticence à déployer des troupes d'un État voisin pour pas qu'il y ait d'ingérence politique sous prétexte ou sous le chapeau d'une mission de paix. Et effectivement, les missions de paix sont des forums, des arènes très politisées qui peuvent être
comme tout forum, instrumentalisé aussi. Bon, une autre question qu'on a maintenant, quelles sont les raisons qui ont amené l'actuel gouvernement à mettre fin rapidement à sa dernière participation à une mission de paix? Je ne les connais pas. Je ne connais pas les raisons. Après, il y avait plusieurs facteurs circonstanciels. Il y avait certainement les élections. Le processus décisionnel par rapport au fait d'envoyer des troupes pour participer au maintien de la paix est plutôt opaque, dans le sens où plusieurs ministères sont impliqués dans ces décisions-là. On parle du ministère de la Défense, du ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est ça, c'est des décisions qui se passent à plusieurs niveaux. Maintenant, une chose est sûre, c'est que notre armée canadienne est quand même plus petite que plusieurs autres États membres qui peuvent contribuer des troupes en plus grand nombre, disons, sur les terrains. Et évidemment, dans plusieurs démocraties libérales, il y a des risques politiques très forts à envoyer des soldats dans des théâtres d'opérations hostiles où il y a des risques d'avoir des morts. Et le coût politique d'avoir des casualties, disons, des morts parmi nos soldats est extrêmement élevé, surtout lorsqu'on perçoit le conflit comme étant très lointain de nos propres intérêts. Donc, le Canada a fourni quelques troupes, je pense de l'ordre de 250 au Mali, et ce qui avait été étonnant, c'était de ne pas continuer finalement la mission jusqu'au mois d'octobre. Donc, la mission devait durer jusqu'en juillet. La contribution canadienne devait durer jusqu'en juillet. Le gouvernement a annoncé que les troupes allaient se retirer, même si la mission avait demandé que les Canadiens restent jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à temps qu'il y ait une rotation, si je ne me trompe pas, avec la Roumanie. Il faudrait vérifier, je n'ai pas l'État membre. Mais certainement que les coûts politiques associés à déployer des soldats dans des théâtres d'opération sont élevés. Mais maintenant, il y a aussi des avantages politiques à déployer des soldats canadiens dans des théâtres d'opération. D'abord, nos soldats canadiens sont très, très appréciés, souvent dans les missions de paix, par leur professionnalisme, parce qu'ils sont souvent bilingues. Il y a aussi toute une approche canadienne dans ces missions-là. Évidemment, on se distingue de l'approche française qui a un bagage colonial assez important. Et donc, les Canadiens sont souvent très appréciés dans les missions de paix. Mais l'appui qu'on a offert, qu'on peut offrir dans les missions de paix, que ce soit un appui tactique d'évacuation, de savoir-faire, est certainement très efficace sur le terrain, peut faire une grande différence, notamment dans l'aide à l'évacuation médicale, par exemple. Néanmoins, on a une question un peu dans la même lignée. Là. Pourquoi le Canada ne révise-t-il pas sa position alors que plusieurs de ses missions, plusieurs de ses États sont toujours avec les mêmes conflits depuis des décennies? Alors, le Canada investit dans différents secteurs d'appui. Et là où finalement il y a une force ou une valeur ajoutée, disons. Bon, par exemple, l'initiative ELSI est faite dans cette optique-là. L'initiative ELSI a été mise en place pour faciliter, aider au recrutement de femmes dans les forces armées, mais notamment pour qu'elles soient recrutées et déployées au sein des opérations de la paix, pour créer une plus grande diversité des troupes sur le terrain. Et le Canada contribue énormément dans cette optique-là de l'initiative ELSI, contribue énormément au rapport sur genre et efficacité opérationnelle. Donc, il y a un investissement dans certains secteurs où le Canada met de l'avant des certaines valeurs. Mais ensuite, est-ce que c'est suffisant? Bon, certainement pas. Une chose qui est à déplorer, je pense encore aujourd'hui, c'est la fermeture du centre Pearson, où on offrait des formations extraordinaires aux soldats qui allaient être déployés. Et puis, comme je le mentionnais dans ma présentation, une chose qui manque au Canada, malgré le professionnalisme de nos policiers et de nos soldats, c'est une expertise onusienne. Et dans les formations, on en donne très peu de cette expertise onusienne-là. Donc, au-delà d'être opérationnel, qu'est-ce que c'est que de travailler dans une mission de paix? Et ça serait certainement un domaine dans lequel le Canada pourrait investir et tant qu'à moi, devrait investir.
On aimerait maintenant connaître votre opinion sur la croissance des missions de paix de nature, là, entre guillemets, stabilisation. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ce type de mission est plus efficace? C'est efficace dans la mesure où les opérations agissent en partenariat avec d'autres organisations. Et donc, par exemple, des grosses missions comme on voit au Mali, par exemple, multidimensionnelles et de stabilisation, n'ont pas comme mandat d'agir contre le terrorisme. Ça a été un grand débat, notamment en 2016, etc. Est-ce que le contre-terrorisme devrait faire partie des mandats des Nations unies? Puis, pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Mais évidemment que les actions terroristes font partie du quotidien et font partie des enjeux de sécurité qui menacent la stabilité des pays. Et donc, des grosses opérations, oui, sont nécessaires, mais elles ne peuvent pas être seules. Donc, je pense qu'une amélioration des partenariats avec des organisations régionales, donc, par exemple, une meilleure collaboration, un meilleur partenariat avec les forces du G5 Sahel, avec l'opération Barkhane, des meilleurs partages de renseignements, de savoir-faire, de formation, ça peut aider davantage. Mais effectivement, plus d'attention aux opérations qu'on dit, aux missions politiques de transition pour appuyer finalement la volonté politique des acteurs impliqués est essentielle. Parce qu'encore une fois, les opérations de maintien de la paix sont avant tout des outils politiques et diplomatiques pour établir la stabilité. Un peu dans la même lignée encore, là, quelle est votre vision là, sur le travail des missions à proprement dit de la paix côte à côte avec les armées locales ainsi qu'avec d'autres agents, là, tels que vous l'avez mentionné, là, le G5 Sahel au Mali? Un grand problème, et ça tient beaucoup des questions de sécurité au niveau national dans ces pays-là, puis je dirais dans ces régions-là, puis par là, je veux dire que ce soit le Mali, le Burkina Faso, plusieurs pays du G5 Sahel, ce sont leurs propres forces armées. Donc, il faut voir d'abord qui font partie de ces forces armées-là, quels groupes identitaires font partie de ces forces armées-là, comment ils sont rémunérés, s'ils le sont rémunérés de façon régulière, s'ils sont équipés et formés pour faire face aux menaces locales. Et ce n'est pas très souvent le cas. Et une chose qui distingue les régions où il y a des missions de paix présentement, c'est, disons, l'hybridité de la sécurité, où l'État n'a pas le monopole de la force comme on peut avoir. On parle toujours de la définition d'un État, c'est le monopole de la violence légitime. Ces pays-là n'ont pas le monopole de la violence du tout sur leur secteur, dans leur territoire. Et donc, souvent, on parle d'une hybridité de la sécurité. Il y a des forces, donc il y a les forces armées nationales, il y a des forces de protection, il y a des milices qui sont mises en place, il y a du vigilitantisme, je pense, donc des forces de protection de certains villages. Et ce qu'on voit présentement, c'est que ces forces de protection ou d'autoprotection qui ont été mises en place pour combler l'absence de forces armées ou même de forces de police, alors la plupart des bévues viennent de ces groupes qui sont mis en place, ces groupes d'autodéfense, qui aussi peuvent avoir des conflits entre eux. Et comme je le mentionnais dans ma présentation, les nouvelles données montrent que ce sont les groupes de protection qui remplacent la police municipale, disons, ou qui remplacent l'armée, qui sont maintenant les auteurs des attaques contre les civils. Donc, de plus grandes attaques contre les civils de la part de ces groupes, beaucoup plus que les groupes qui s'autodéfinissent comme djihadistes, par exemple. Et donc, la formation des armées, mais au-delà de la formation, l'équipement et la rémunération des armées, donc la question des ressources humaines dans les armées étatique est essentielle si on veut en arriver à une stabilisation ou une stabilité, disons, dans les pays concernés. Bien. Il y a maintenant un sujet émergent de plus en plus lorsqu'on parle là, dans les discussions du maintien de la paix de l'opéralisation du Peacekeeping Intelligence. On pourrait dire les missions de paix d'intelligence, on traduit ça là, un peu plus pour le renseignement et autres. Quels sont les apports de ce Peacekeeping Intelligence pour l'avenir des missions de maintien de la paix de l'ONU?
Bon, mais je suis contente, j'aime beaucoup cette question-là, étant donné que c'est exactement mon domaine. Et alors, d'ailleurs, on parle d'un peacekeeping intelligence. On n'a pas de terme en tant que tel en français. Alors, pour l'instant, en anglais, peacekeeping intelligence, il y a un trait d'union qui est essentiel pour comprendre le concept et qui a été mis là pour vraiment distinguer le renseignement au niveau national et le renseignement dans un cadre onusien. Et la politique du renseignement dans les opérations de la paix a été adoptée, disons, pour la première fois en 2017, avec une certaine définition, etc. Mais le problème d'adopter une politique de renseignement pour une organisation qui regroupe tous les pays du monde, c'est de dire bien, comment rassurer les États membres que sur la façon de participer au cycle de l'intelligence ou du renseignement. Ça veut dire comment rassurer les États membres de comment les renseignements vont être acquis, comment ils vont être évalués, comment ils vont être conservés, comment ils vont être analysés et ils vont être disséminés à qui, comment, etc. Donc, c'était tout un défi pour l'organisation qui se disait on doit avoir du renseignement dans la mission de paix pour être capable de mieux comprendre les menaces, non seulement les menaces envers les civils, mais aussi parallèlement les menaces envers notre propre personnel, envers la mission. Donc, on doit avoir une cellule de renseignement, finalement, pour mieux prévenir les menaces, pour mieux anticiper, puis aussi pour réagir beaucoup plus vite aux menaces, pour mieux protéger la population et le personnel onusien. En 2017, l'ONU était beaucoup plus ambitieuse, disons, avec le renseignement et se sont dit, on va avoir une politique de renseignement pour aider à mettre en place le mandat. Et là, les États membres ont dit, les mandats, étant donné qu'il y a tellement de tâches, tout est là-dedans, ce n'est pas assez ciblé. Donc, ils ont revisité la politique du renseignement et en 2019, on a enlevé la définition. Donc, il n'y a plus de définition du renseignement des maintiens de la paix, mais des principes qui régissent ce processus de renseignement. Et maintenant, il est convenu que le renseignement ne peut être utilisé que pour assurer la sécurité des civils et du personnel. Pour ce qui est de l'opérationnalisation, il y a plusieurs unités à l'intérieur d'une mission. Donc, une mission de paix, il y a plusieurs sections, disons, qui travaillent de concert pour donner des conseils au leadership, donc au représentant du secrétaire général qui, lui, prend des décisions sur les actions de la mission. Donc, par exemple, il y a des affaires politiques, des affaires civiles, il y a le secteur de réforme de la sécurité. Et parmi toutes ces unités, certaines unités ont pour tâche de participer au renseignement. Alors, c'est les cellules d'analyse intégrées, et le U2, donc le renseignement militaire, le renseignement de la police et des opérations, le Joint Operations Center, dans le centre d'opérations conjoint qui acquiert l'information. Et donc, l'information est traitée à travers un cycle de l'intelligence et partagée avec les dirigeants de la mission pour évaluer les actions, pour soutenir les décisions prises pour les actions à prendre. Mais plusieurs défis se posent, évidemment, sur l'acquisition de l'information, sur, encore une fois, comment on l'évalue, on l'examine, on la garde et on l'analyse. Et pour essayer de clarifier comment faire, l'ONU a demandé aux États membres, mais comment faites-vous, vous, au niveau national? Et ça a été très compliqué d'avoir des réponses parce que le renseignement au niveau national est souvent fait de façon clandestine et c'est impossible au niveau de l'ONU, donc il n'y a rien de clandestin au niveau de l'ONU. Et évidemment, les méthodes ne sont pas les mêmes au niveau national qu'international. Donc, l'ONU a donc inventé, d'où l'importance du trait d'union dans le renseignement du maintien de la paix avec plein de traits d'union, essaie d'inventer, de mettre sur place des méthodes qui soient rassurantes aussi pour les États membres pour acquérir de l'information, le traiter selon le cycle du renseignement ou de l'intelligence, sans toutefois inquiéter, disons, les membres de l'organisation. On passe dans un autre registre. Lors de la dernière campagne électorale, on se demande et on dit que le Parti libéral avait promis la création d'un centre canadien pour la paix, l'ordre et la bonne gouvernance. Bien que ce centre ne soit pas encore créé et à défaut de recréer le centre Pearson que vous avez mentionné, est-ce que ce centre pourrait aider aux missions de paix de l'ONU?
Mais évidemment, moi, je suis biaisée dans ma réponse étant donné que je suis professeure et je crois beaucoup à ça. Mais oui, effectivement, il doit aider beaucoup parce qu'un maillon faible, un des maillons faibles, disons, de l'ONU, les opérations de maintien de la paix, tient du manque de formation du personnel. Et que ce soit le personnel civil ou militaire d'ailleurs, ou évidemment de la police. Encore une fois, on a très peu d'experts qui sont à la fois des experts d'enjeux spécifiques, mais aussi du fonctionnement onusien et des contraintes des missions de paix. Donc, oui, un centre de formation sur la bonne gouvernance serait essentiel et aiderait certainement le Canada à mieux soutenir des partenaires États membres qui, eux, envoient des troupes. Donc, par exemple, le Canada a plusieurs ententes bilatérales de soutien ou de formation de forces armées. Je pense au Ghana, par exemple, à la Zambie, etc. Donc, il y a plusieurs partenariats. Mais encore une fois, il s'agit non seulement d'aider à professionnaliser les troupes, mais aussi de les former à être efficaces dans un contexte d'opérations multilatérales. Et ça manque. Ça manque énormément. Mais ça manque également du côté des civils, si on pense à toute la question du genre, par exemple. Le Canada a développé une analyse de genre plus qui serait très utile pour le personnel du maintien de la paix, mais c'est les formations liées au genre, par exemple, et aux opérations de la paix, sont encore trop... bon, disons, sont encore à retravailler et pas très utiles une fois qu'on est sur le terrain. Il y a beaucoup de normes, disons, qui sont imposées dans ces missions-là, mais sans toutefois expliquer l'importance concrète et opérationnelle de tenir en compte, par exemple, les questions genrées liées à la sécurité, à la situation politique, économique et sociale. Et comment on financerait un tel centre canadien? C'est la question qu'on vous pose maintenant. Oh, ben ça, j'en ai aucune idée, dans le sens où c'est des décisions politiques, puis il doit y avoir une volonté politique de pouvoir investir dans les missions de paix. Après, il y a plusieurs centres de formation dans le monde. Donc, la Norvège a un centre de formation extraordinaire pour les militaires, mais qui accueille également des civils qui donnent des formations sur les JMAC, par exemple, les Joint Mission Analysis Center, sur les JOC. Il y a des centres de formation en Irlande, en Allemagne. En TB, il y a un centre logistique où des formations sont offertes, évidemment. Donc, le Canada, si le Canada voulait investir dans un centre de formation, il faudrait que le Canada mette de l'avant sa valeur comparative. Peut-être qu'un centre lié au genre serait tout indiqué, en fait, genre et mission de paix. J'en sais trop bien. Mais pour ce qui est du financement, ça prend une volonté politique. Dans ce cas, pourquoi on n'utiliserait pas là, ces centres déjà existants et profiter de leur expertise? Parce que ces centres déjà existants n'ont pas forcément... il y a des centres qui existent de formation, mais ça ne veut pas dire que les formations qui sont livrées par ces centres sont à la fine pointe de ce qui se passe. Et donc, par exemple, il y a encore du travail à faire sur la formation sur le renseignement militaire dans le cadre d'opérations de la paix, par exemple. Encore une fois, ce qui manque, ce n'est pas d'experts dans certains sujets. Il y a beaucoup d'experts du renseignement. Ce qui manque, ce sont des experts du renseignement qui comprennent les contraintes et le contexte onusien. Ça manque. Beaucoup d'experts du genre, par exemple, au monde. Plusieurs chercheurs extraordinaires qui connaissent très bien le genre. Mais comment donner une formation qui soit utile pour le personnel déployé dans la mission de paix, c'est qu'il manque d'experts qui sont qualifiés à la fois dans leur propre sujet et dans les missions de paix. Et donc ça, il faut développer cette expertise-là. C'est une expertise à développer pour avoir une meilleure formation. Mais comme on sait, je pense tant au niveau national qu'au niveau des organisations internationales, souvent les formations sont... on investit moins dans les formations, ou peut-être pas autant qu'on devrait que dans d'autres secteurs. On revient maintenant un peu sur l'échange d'informations. On vous demande votre vision justement sur cet échange entre les opérations de mission de la paix avec des acteurs externes. Notamment, on vous donne comme exemple là, au Mali où la mission, là, la MINUSMA, travaille de manière étroite avec l'armée française et s'échange des informations de manière quotidienne. Oui, alors encore une fois, avec le partenariat vient un échange d'informations, mais évidemment qu'il y a des enjeux à cet échange d'informations-là. Donc, quelle information on échange et
et pourquoi, hein, dans quel but. Effectivement, la MINUSMA travaille avec l'opération Barkhane, qui est l'opération des forces françaises, et donc il y a des échanges d'informations, notamment en vue de mieux protéger les civils, de prévenir des attaques, de répondre plus rapidement. Mais c'est de là que tient l'inquiétude de d'autres États membres qui disent « mais quelle information est partagée ?» Et un des grands défis de l'ONU, c'est notamment dans les bases de données. Qui a ces informations-là? Comment on les gère? Comment on les partage et dans quelles conditions? Par exemple, un des gros problèmes qui avait été identifié il y a quelques années, c'est que dans les missions de paix, on faisait très, très attention à garder certaines informations confidentielles. Mais ces informations-là étaient relayées à New York, donc au siège social des Nations unies, pour partager avec les décideurs politiques à New York. Mais une fois à New York, la confidentialité n'était pas respectée autant que dans la mission, ce qui fait en sorte que certaines informations confidentielles ont circulé une fois rendues à New York. Donc, comment faire pour assurer une continuité de la confidentialité de l'information? Et ça, ce n'est pas réglé encore, cette question-là. Les bases de données sont aussi différentes d'une mission à l'autre. Quelle information on garde, dans quelle base de données et comment assurer la sécurité de ces bases de données-là, c'est encore un autre enjeu. Et face à l'échange d'informations, il y a toute la question aussi qui ressurgit sur comment est-ce qu'on définit les acteurs locaux qui sont impliqués dans les conflits. Donc, par exemple, si on définit un groupe comme étant un groupe terroriste, bon, l'opération Barkhane a un protocole d'intervention contre les groupes terroristes. Il y a une approche qui est possible de faire lorsqu'un groupe est catégorisé comme terroriste. Mais comment est-ce qu'on catégorise des groupes terroristes? Parce que le terrorisme, c'est avant tout un moyen plus qu'une revendication identitaire. Les actions sont terroristes, les groupes sont d'extrémisme, etc. Et on réalise que des groupes qui ont fait des actions de terrorisme ont des membres qui ont des allégeances multiples, qui parfois font partie de certaines familles politiques, etc. Donc, il y a toute une nuance, une complexité aussi à saisir dans quelle information on recueille, comment, sur qui, comment on partage et dans le but de quelle action. On parle un peu de la cueillette de renseignements là, depuis quelques temps. En fait, on utilise de plus en plus des nouvelles technologies, notamment des drones. Comment ces technologies-là peuvent aider les missions de la paix? De plein de façons. Et c'est vraiment un champ extraordinaire à étudier, je pense, les nouvelles technologies pour appuyer les missions de paix. Mais ça peut être, par exemple, pour prévenir des désastres ou même d'aider à répondre plus rapidement à des catastrophes naturelles. Donc, les catastrophes ne sont jamais complètement naturelles. Évidemment, il y a une fragilisation de la situation qui est créée par des enjeux politiques ou de guerre, mais je pense, par exemple, à ce qui se passe présentement à Goma. On a utilisé des drones pour monitorer ce qui se passait, la direction de la lave, par exemple, du volcan. On utilise des drones pour essayer de comprendre le mouvement des populations, de voir aussi, par exemple, quels ont été les lieux qui ont été le plus touchés par le volcan. Donc, souvent, les drones sont utilisés pour mieux localiser soit des groupes, soit des attaques, soit des mouvements qui sont disons, inhabituels pour permettre de déployer plus rapidement, soit des troupes sur le terrain ou même à ce moment-là, une surveillance aérienne pour dissuader aussi certains groupes de dire, on vous voit, on voit ce que vous faites et puis il pourra avoir des conséquences à vos actions, vous n'êtes pas invisible, etc. Donc, il y a un pouvoir dissuasif à l'utilisation de technologies. Mais encore une fois, l'utilisation de technologies doit être encadrée aussi par des protocoles de l'ONU pour être sûr que certains États membres ne profitent pas des informations qui sont acquises lors de vols de drones, par exemple, pour surveiller ce qui se passe dans un État voisin, par exemple, qui n'est pas consentant à avoir une surveillance sur son territoire. Mais les nouvelles technologies, certainement, sont très utiles et peuvent sauver des vies et peuvent aider beaucoup dans la prévention
de certaines actions et dans la réaction plus rapide. Et je veux aussi, par rapport aux nouvelles technologies, mettre l'accent sur la grandeur du territoire. Je l'ai mentionné, mais c'est essentiel pour comprendre la difficulté des missions de paix. Par exemple, si on regarde Goma, ce qui se passe avec le volcan, Goma est à 5h30 de jet de Kinshasa. C'est très, très loin. Quand il se passe des choses en périphérie, disons, des capitales, ça peut prendre beaucoup de temps pour les troupes de se déployer parce qu'il n'y a pas de route à cause du climat, parce qu'il y a des inondations, donc c'est très difficile. C'est la même chose au Mali. C'est un territoire très vaste et très hostile à tout mouvement. Et donc, les interventions prennent du temps et les technologies peuvent aider à accélérer la réponse, finalement, des intervenants internationaux qui sont là pour appuyer les civils. Je renchéris un peu en vous demandant, oui, ces technologies-là sont utiles, mais les populations locales ne sont pas habituées de voir ces nouvelles technologies-là. Comment on les familiarise? Comment on leur explique l'utilité de telles technologies? Ah, c'est une excellente question. Puis c'est là que tous les réseaux sociaux sont importants, la radio, les journaux, la communication avec la population locale est essentielle pour d'abord mieux saisir la perception de la population, mais aussi mieux communiquer les objectifs de la mission et de communiquer qui est qui finalement dans les intervenants. Dans des théâtres comme la République démocratique du Congo, comme la Centrafrique, comme le Mali, le Sud-Soudan, il y a énormément d'acteurs internationaux impliqués, énormément d'ONG. Évidemment, il y a beaucoup de personnel impliqué dans la mission de paix elle-même. Il y a des opérations de différents États membres. Donc, évidemment, il y a il y a des milices russes, on a vu ça dans les nouvelles en Centrafrique, des forces de sécurité privées, des opérations de certains États membres. On parle de l'opération Barkhane, par exemple. Il y a des missions régionales. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intervenants. Alors, comment expliquer à la population qui est qui fait quoi, pourquoi? C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de bruit, finalement. Il y a beaucoup de bruit en bas et beaucoup de gens qui circulent avec pas toujours les mêmes priorités, pas toujours les mêmes intérêts et pas toujours la même séquence aussi d'action. Donc, l'utilisation des réseaux sociaux est essentielle pour rejoindre la population. Mais je dis réseaux sociaux, mais je veux dire médias en général. Dans certains pays, par exemple, on utilise beaucoup Twitter, d'autres moins. Facebook, c'est la même chose, les groupes WhatsApp. Et encore une fois, si on parle de technologie, la technologie médiatique peut sauver des vies. À Goma, cette nuit, pour nous, tout de suite, les gens se sont mis sur les réseaux sociaux en disant « Vous devez évacuer tel quartier, voici des numéros à appeler. » Et donc, c'est ça. D'investir dans des réseaux cellulaires, en tout cas, c'est important pour pouvoir mieux rejoindre la population, mais aussi à travers les radios, à travers les journaux. C'est essentiel. À vous écouter, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à garder les missions de paix sur place, mais aussi encore pour quelques années. Mais on se demande pourquoi il n'y aurait pas de missions de paix dans des pays encore en conflit, comme l'Afghanistan, comme en Syrie, où les conflits perdurent et les populations locales là, sont un peu prises en otage à travers le conflit. Là. C'est une bonne question. Encore une fois, il faut retourner toujours à l'idée que les opérations de maintien de la paix sont des outils politiques et diplomatiques. Il y a des missions de l'ONU qui sont déployées, que ce soit au Yémen, en Libye, en Syrie, en Afghanistan. Il y a eu des missions, mais ce n'étaient pas des missions de peacekeeping à proprement parler. C'est des missions politiques spéciales. Donc, différents types de missions qui sont d'ailleurs régies par un autre département à l'ONU. Mais disons de façon plus large, il faut voir que l'ONU est une arène politique, est un forum politique et aussi un forum de lutte de pouvoir. Et les missions de paix sont mises en place par le Conseil de sécurité. Comme vous le savez, le Conseil de sécurité est encore formé d'après la Deuxième Guerre mondiale, donc la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie et la Chine. Et ça prend le consentement des 5 membres permanents du Conseil de sécurité pour mettre en place une opération de la paix. Ensuite, lorsqu'on met en place une opération de la paix, souvent on appelle ça des penholders, c'est ceux qui écrivent les résolutions, souvent soit les États-Unis, le Royaume-Uni ou la France, auxquels ne s'opposent pas ni la Chine ni la Russie. Mais dans des théâtres
très politisées d'opérations comme la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, effectivement, là, ça devient plus compliqué d'avoir l'accord de certains États membres du Conseil de sécurité. Évidemment, c'est plus difficile d'avoir un accord sur le type de mission à déployer, qui est déployé comment, et avec quelle marge de manœuvre aussi, avec quel mandat. Et donc, on en revient au fait que l'ONU est un outil, est un forum essentiel, mais aussi une arène de joute politique. Tout comme d'ailleurs les opérations de la paix, qui sont aussi des arènes de joute politique pour les États qui contribuent et les États qui décident de ces mandats-là. On revient un peu maintenant à la formation des forces canadiennes. En fait, il y a les missions de paix, mais il y a aussi celles d'imposition de la paix qui exigent probablement là, des formations différentes. Est-ce que vous croyez que les forces canadiennes peuvent être bien préparées pour les deux types de missions en même temps? Oui, ben, en fait, les missions multidimensionnelles maintenant sont des missions qu'on peut dire d'imposition de la paix parce qu'évidemment, il y a peu de respect des accords de paix. Moi, encore une fois, je pense que nos troupes sont très bien, ont une bonne formation, elles sont évidemment très professionnelles. Et ce qui manque, c'est une connaissance de l'ONU. Et ce qui est encore présent, ce qu'on peut voir, c'est que le Canada a acquis une expérience extraordinaire dans le cadre d'opérations multilatérales de l'OTAN, notamment en Afghanistan. Là, on voit ce qui se passe aussi en Europe et je pense que vous allez avoir toute une conférence très riche la semaine prochaine ou dans les prochains jours là-dessus. Et le Canada a une expertise extraordinaire dans le cadre de l'OTAN. Mais le Canada, les troupes présentement n'ont pas encore une expertise onusienne à proprement parler. Donc, de comprendre, par exemple, et je pense que ça peut entraîner des frustrations chez les soldats qui sont déployés parce qu'il y a une beauté, il y a une noblesse au multilatéralisme, mais quand on y va du côté opérationnel, c'est très difficile pour des troupes qui ne sont pas formées de la même façon, qui n'ont pas les mêmes façons de faire, d'être ensemble et d'être efficaces. Et ça prend, je pense, une meilleure formation pour mieux comprendre la dimension multinationale dans un cadre onusien, où il y a beaucoup plus de contrastes entre les troupes qu'il peut en avoir dans un cadre de l'OTAN, et aussi les missions des Nations unies, qui sont des missions civiles, diplomatiques, politiques, et non pas des missions militaires. Et ça aussi, je pense qu'il faut... il y a tout un apprentissage à faire de dire bien, quelle est l'utilité des troupes, comment les militaires peuvent mieux appuyer les décideurs politiques civils au sein des missions de paix dans un cadre multinational, parce que c'est tout un défi, mais évidemment qu'on peut le faire, et en plus avec la professionnalisation de nos troupes et puis le bilinguisme de plusieurs soldats, c'est très utile parce qu'encore une fois, l'aspect linguistique est clé pour être efficace dans ces théâtres d'opération. Et évidemment, je ne parle pas de la police, mais la police a aussi beaucoup d'expérience en Haïti. Et ça, je pense que c'est peut-être sous-utiliser nos forces policières. Évidemment, il faut voir que la démographie canadienne fait qu'on n'est pas si nombreux, mais il y a toute une expertise de la police qui pourrait être mieux mobilisée pour avoir un effet réel sur le terrain auprès des communautés. Je pense à la Centrafrique, par exemple, dans des contextes francophones où on pourrait vraiment avoir une valeur ajoutée en tant que Canadien. Bien, docteur Martin Brûlé, merci beaucoup pour toute cette information riche et pertinente. C'est très apprécié de vous avoir aujourd'hui et d'être à l'écoute de tout ce que vous nous avez raconté sur les missions de paix de l'ONU. Je voudrais remercier le Conseil international canadien section Québec pour l'organisation de cette conférence et je vous invite le 10 juin pour parler encore un peu des missions de paix, mais celle qui aura lieu et qui se déroule en fait présentement en Ukraine. Alors, on aura deux invités, un ancien ambassadeur et aussi un ancien lieutenant-colonel présent lors de la mission de paix en Ukraine qui seront avec nous le 10 juin. Merci beaucoup encore, Madame Martin Brûlé. Merci beaucoup, Madame. Et je tiendrai aussi à vous remercier, Dr. Martin Brûlé, et notre modératrice également, Mélanie Loisel, pour cette collaboration. Et merci à tous pour votre participation et vos excellentes questions. Grâce à l'expertise de Dr. Martin Brûlé, on a une meilleure idée de l'importance des casques bleus sur les activités du maintien de la paix et sur l'ampleur des défis auxquels ils font face.
et la contribution également que le Canada a au sein des casques bleus. Personnellement, par exemple, j'en ai appris beaucoup sur la question du Peacekeeping Intelligence, que je connaissais très peu en fait. N'oubliez pas de continuer à nous suivre sur les médias sociaux, car d'autres événements vont être annoncés bientôt, tels que Dr. Martin Brûlé et Mélanie ont mentionné. Le 10 juin, on va avoir un événement sur la situation en Ukraine et le rôle que le Canada y joue, entre autres via l'opération Unifier, qui est un exemple où le Canada intervient en dehors du mandat des Nations unies. Ça va être un autre sujet intéressant. Plus de détails vont être annoncés prochainement. Aussi, n'oubliez pas de vérifier le calendrier du Conseil international du Canada parce que les événements virtuels des autres sections sont accessibles à tous également. Merci encore une fois de votre participation. N'oubliez pas de devenir membre en consultant notre site conseilinternational.org. Et je tiens encore une dernière fois à remercier Mme Martin Brûlé et Mme Loisel. Une bonne journée à tous et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.